Quand on fait de l'histoire, un sujet revient en permanence. En production, c'est un portant de contenu qui a fait que, malgré mes études, je n'ai jamais voulu m'intéresser à ce sujet. Pourquoi tant d'attention portée au fascisme allemand ? Dans le monde du documentaire, on justifierait ça par l'importance de ne pas oublier les heures les plus sombres de notre histoire. Comme si cette production pléthorique de contenu sur le sujet devait nous vacciner contre ce mal. Ouais, sauf que depuis des années, voilà ce qui est en train de se passer. Et puis au printemps 2024, on a le droit à ça. Il est 20h, voici les premières estimations de ces élections européennes. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. L'unique raison fondamentale du vote RN, c'est que le peuple français historique en a plein le cul de tous les bicots. Comme beaucoup de monde, pendant le mois des élections, il m'était impossible de penser à autre chose qu'à ça. Comment en sommes-nous arrivés là ? Et surtout, comment lutter efficacement contre ça ? Alors, à côté du travail militant, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Je suis allé dans une bibliothèque et j'ai lu. J'ai lu abondamment pour essayer de comprendre comment les fascismes passés sont arrivés au pouvoir. Et essayer d'en tirer des leçons. Bon, historiquement, le fascisme c'est large. Et puis c'est italien. Alors je me suis circonscrit à un pays, le pire de tous, là où l'horreur a atteint son paroxysme. Et si vous vous dites que ça ne sert à rien parce que vous connaissez déjà les grandes lignes, installez-vous confortablement. Parce que c'est en s'intéressant de près au déroulé des événements qu'on s'aperçoit d'abord que rien n'était inévitable et surtout qu'il y a de nombreuses leçons à tirer. La guerre de 14-18 a jeté dans les tranchées 3,1 millions d'Allemands qui n'avaient rien demandé. Absurde, elle est une expérience d'une brutalité et d'une violence inouïe, marquée par l'attente et la mort. Irrémédiablement, un fossé se crée entre les soldats et les civils. À leur retour du front, ceux qui ont survécu aux tranchées sont aguerris à la violence et ils réinvestissent celle-ci dans le champ politique. Ce phénomène de brutalisation s'observe d'une part et d'autre du Rhin. Mais en Allemagne, les choses vont être accentuées par l'année 1918-1919 qui bouscule totalement le monde germanique, et ce, pour 3 raisons. D'abord, la défaite. À partir de août 1918, l'armée allemande est vaincue. L'Allemagne a indéniablement perdu la guerre. Pourtant, ce n'est pas ce que dit publiquement l'état-major qui ne veut pas assumer la responsabilité de la défaite. Ils accusent donc les civils de l'arrière d'en être les responsables. Ensuite, la révolution, parce qu'en Allemagne, la débâcle militaire provoque une révolution qui aboutit à la proclamation de la République de Weimar, mais les milieux nationalistes inversent les causes et parlent très vite d'un coup de poignard dans le dos. Et de là, il n'y a qu'un pas pour dire qu'elle a été fomentée par les juifs et les bolcheviks. Enfin, le troisième traumatisme, celui qui allait finir par cimenter le ressentiment de nombreux Allemands, c'est le traité de Versailles, qui faisait de l'Allemagne le seul responsable de la guerre, le contraignait à payer de lourdes réparations de guerre pour dédommager les dévastations du nord de la France. Tout cela allait mener à la radicalisation de l'extrême droite allemande, et 2 générations sont particulièrement touchées par ce désarroi. D'abord, ceux qui ont combattu pour une guerre absurde, où le seul objectif était la fuite en avant vers la victoire, et pour qui la défaite détruit jusqu'à la signification même du sacrifice consenti. J'avais quitté l'Allemagne alors que le Reich vielmien atteignait le sommet de son pouvoir et de sa gloire. En revenant, j'ai trouvé ma patrie en décomposition, sous une république socialiste. Ensuite, ceux qui ont grandi pendant la guerre, qui ont vu père et frère partir, qui se sont attachés à la propagande de guerre, louant l'héroïsme des victoires allemandes, et qui se sont retrouvés humiliés, sans aucun espoir de vivre à leur tour leur heure de gloire. Parmi les jeunes désœuvrés qui s'étaient engagés au front, on retrouve un petit bourgeois autrichien, qui, comme des millions d'autres soldats, ne sait plus quoi faire après la guerre. L'armée l'engage alors comme agitateur, et c'est là qu'il commence à se faire remarquer pour ses qualités d'orateur. Alors qu'il est chargé d'observer un petit mouvement nationaliste, le DAP, le Parti des ouvriers de Bavière, il se laisse convaincre. Et en septembre 1919, avec d'autres soldats, il s'engage dans ce mouvement, qui devient, quelques mois plus tard, le NSDAP. Très vite, grâce à ses qualités oratoires, il monte dans la hiérarchie du parti jusqu'à le diriger. Mais le mouvement est en permanence le terrain d'intenses conflits internes entre les différentes personnalités. On peut prendre l'exemple des frères Strasser, qui dirigent le mouvement dans la Ruhr et qui a un discours bien plus anticapitaliste et anti-bourgeois.
De 1919 à 1923, le NSDAP peine à se démarquer des autres formations d'extrême droite. Il n'est qu'un mouvement violent parmi d'autres. En 1923, le NSDAP compte très peu d'adhérents, surtout en comparaison au plus grand parti d'extrême droite, le DNVP. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vision du monde des nazis n'a rien d'original. Elle s'appuie sur un corpus d'idées qui sont déjà présents et bien implantés dans la droite et l'extrême droite allemande et européenne. Le racisme est au centre de la nébuleuse Völkisch, c'est-à-dire les ethno-nationalistes dont le NSDAP est une des composantes. Mais le racisme est aussi une vision du monde qui est drainée et mobilisée par les sciences. Et la fascination pour la race germanique était déjà présente dans le discours des aristocrates français, qui s'en revendiquaient pour se distinguer des gallo-romains qu'ils gouvernaient. Idem pour l'antisémitisme. Les juifs étaient vus par la mouvance Völkisch comme l'antithèse du germain, et une menace à la pureté de sa race. Mais l'antisémitisme s'inscrit dans un contexte européen. On peut parler des pogroms en Europe de l'Est, mais aussi de l'affaire Dreyfus en France. Le darwinisme social, qui est également un élément central de la pensée nazie, est né dans le monde anglo-saxon, à la suite des découvertes de Darwin. Et il est abondamment utilisé par les capitalistes américains pour justifier les inégalités que leur système crée sans avoir de mauvaise conscience. Enfin, même le fameux espace vital était déjà présent en 1895 dans la plume de pan-germanistes comme Ernst Hasse, qui revendiquait des frontières élargies dépassant sur les pays slaves, jugés de race inférieure. Mais alors, comment les nazis sont-ils démarqués des autres formations politiques d'extrême droite ? 8 novembre 1923. L'Allemagne est enflammée par l'occupation française de la Ruhr. À Munich, le NSDAP d'Hitler, allié au héros de la guerre, le général Ludendorff, prennent le contrôle de la Bürgerbräukeller, une brasserie où une réunion politique comportant les plus hauts responsables de la Bavière se tient. Armé et déterminé, Hitler proclame le début de la Révolution nationale. Le 9 novembre commence alors une marche vers Berlin, qui se termine bien plus vite que prévu, sur une place de Munich. L'armée est restée loyale au régime et tire sur les SA. Hitler s'enfuit. Mais il est rattrapé. Il écope d'une courte peine de 5 ans de prison qui raccourcit à 13 mois. Ludendorff, lui, en raison de sa stature de héros national, est relâché. Il faut y voir là une preuve de la clémence des institutions politiques allemandes à l'encontre de l'extrême droite. Une clémence qui est centrale pour comprendre comment les nazis sont arrivés au pouvoir. Mais avant de poursuivre le cours d'événements, concentrons-nous plutôt sur la stratégie de terrain du NSDAP. Le nazisme est surtout une culture de l'oralité. Dans les villes moyennes, les militants nazis organisent de nombreux meetings, plusieurs fois par mois. Ces derniers se démarquent alors par une scénographie originale et impressionnante, mais aussi par des discours qui font appel aux émotions. À une époque où les discours étaient souvent lus, Hitler, lui, s'est manié les effets de style, fait de grandes tirades qui visent à provoquer des émotions très fortes, et qui sont renforcées par tout le dispositif qui l'entoure. En dehors des salles et de l'éloquence d'Hitler, le nazisme se construit surtout dans la rue. La conquête politique se fait par l'occupation de celle-ci. De grands défilés militaires sont organisés régulièrement autour des SA, qui se dépassent à chaque fois en nombre afin de démontrer leur force, leur discipline et le dynamisme du parti. Ils n'hésitent pas non plus à se battre régulièrement contre les ouvriers communistes et socialistes. En faisant ça, ils s'érigent en rempart face au péril rouge, à une époque où la révolution bolchevique hante tous les bourgeois. Par la violence répétée envers les militants de gauche, l'objectif visé est de polariser et de créer un dilemme pour pousser les bourgeois et les classes populaires à choisir entre eux et les rouges. Cette forme de hooliganisme politique a deux fonctions principales. D'abord, intimider les opposants. Ensuite, resserrer les rangs des militants par l'activité de la bagarre. La violence est un outil de déstabilisation et de conquête. En faisant les gros titres avec leurs batailles rangées, ils font parler d'eux. La violence a aussi permis de déstabiliser le régime, pour ensuite apporter leurs propres solutions. Mettre terme au climat de violence qu'ils ont eux-mêmes participé à installer. Durant la République de Weimar, l'Allemagne est le théâtre de nombreux combats politiques qui entraînent des centaines de morts et de blessés. Si la plupart de ces crimes sont imputables aux nazis, cela ne les empêche pas de se présenter comme les victimes de la terreur rouge. Chaque mort dans leur camp est transformé en martyr, mort pour la Révolution nationale. Mais ils se présentent aussi comme les victimes du système républicain, alors même que la justice, très proche de la droite et de l'extrême droite, les condamne que très peu, surtout en comparaison aux militants de gauche. Enfin, les nazis sont fascinés par les nouvelles technologies.
et ils comprennent très vite comment les utiliser à leur plein potentiel. Hitler, par exemple, prend plusieurs fois l'avion par jour, afin de donner plusieurs meetings dans la même journée. Goebbels, quant à lui, développe la propagande radiophonique et s'intéresse de très près à la naissance des relations publiques qui a lieu aux États-Unis sous la coupe d'Edward Bernays. Malgré l'efficacité de ces stratégies, le NSDAP n'aurait jamais pu arriver au pouvoir sans le concours de quelques événements et surtout sans la compromission des élites en place. À Wall Street, une immense crise boursière éclate. Elle se transforme très vite en crise financière qui fera bientôt le monde entier. L'Allemagne est particulièrement touchée. Les banques américaines, qui avaient beaucoup de capitaux en Allemagne, les retirent d'un coup. Nous aurons en Allemagne 3 à 4 millions de chômeurs et je ne vois aucune issue. Ils planent au-dessus du pays comme une fatalité. C'est dans ce marasme que le NSDAP va tirer son épingle du jeu. Mais pas en draguant le chômeur, non. Au contraire, les chômeurs ouvriers, eux, restent solidement ancrés à gauche et avaient tendance à se rapprocher du parti communiste, le KPD. Le vote pour Hitler est plutôt l'expression de la panique des classes moyennes. Ce sont eux qui ont peur de chuter dans la précarité. Eux qui, effrayés par les cohortes de chômeurs qui attendent désespérément un emploi, ont peur et se tournent alors vers le NSDAP. C'est la peur de tomber encore plus bas qui pousse la classe moyenne et la bourgeoisie à voter pour les nazis. En 1930, le nombre d'adhérents au parti explose. Idem pour Mein Kampf qui jusque-là n'avait été lu que par les membres de la mouvance Völkisch. Le NSDAP tourne alors son argumentaire autour de la lutte contre le marxisme et contre le système de Weimar. L'antisémitisme radical ne suffit plus. Le NSDAP, sans faire disparaître son discours antisémite, le drape. Il ne lutte plus contre les juifs, mais contre la culture non-allemande, ce qui permet de rendre plus acceptable sans décevoir sa base militante. Dans le parti traditionnel de l'extrême droite, le NDVP, un ancien industriel des usines Krupp, Alfred Hugenberg, prend le pouvoir. Dans les années 20, il s'est constitué un empire médiatique et cinématographique dans le but de renforcer son parti. À la tête du DNVP, il s'allie avec les nazis en espérant utiliser sa jeune base militante. Et c'est en partie grâce à lui et ses médias que Hitler acquiert une stature nationale et se normalise. Parce que ce qui différencie le plus le NSDAP des autres partis, c'est la jeunesse de ses adhérents et les actions violentes qui lui sont liées. Le nazisme a su convertir nombre de jeunes gens attirés par la dimension révolutionnaire et romantique de son combat. Et oui, à partir des années 20, la gauche n'a plus le monopole de la jeunesse fougueuse voulant changer le monde. D'ailleurs, dans les universités et les lycées, les étudiants s'engagent en masse au service du fascisme. Cette jeunesse s'accompagne aussi d'un dévouement et d'une énergie qui font leur force. On voyait constamment leurs croix gammées peintes sur les trottoirs, qui étaient d'ailleurs souvent jonchées de leurs tracts. On avait l'impression qu'ils étaient d'une énergie inlassable, et on y était très sensible, malgré tout ce qu'ils pouvaient avoir chez eux de discutable. C'est aussi grâce à cette jeunesse que les nazis peuvent tenir un nombre si important et si régulier de meetings, de défilés et de conférences. Ils n'étaient pas si nombreux à militer, mais passaient leur temps à s'entraider, ce qui donnait l'impression d'une masse de militants. Le parti profite aussi du soutien de certains notables. William Allen, dans son étude de la ville de Northeim, évoque un certain Walter Timmerla, un intellectuel qui tient une librairie dans la ville. C'est un des premiers adhérents au NSDAP de sa ville, et son exemple entraîne nombre d'autres personnes à s'inscrire au NSDAP, qui se disent que si lui leur fait confiance, ils peuvent leur faire confiance. Parce que la particularité du NSDAP, c'est aussi d'avoir réussi à créer un parti transclasse, dans une Allemagne où les partis représentaient presque tous une classe sociale. Il n'y a que le Zentrum, le parti catholique, dans une Allemagne protestante, qui a réussi à mobiliser toutes les classes au nom de la confession. Le NSDAP est donc le premier parti de masse, bien que, il faut le souligner, les ouvriers y soient largement sous-représentés. Il a réussi à siphonner l'électorat des différents partis de droite et d'extrême droite, mais aussi à aller chercher les abstentionnistes dans une période où le taux de participation était très élevé. La crise nazie n'est pas celle d'une fatigue démocratique, au contraire, c'est celle d'une polarisation politique qui pousse à la participation et à la radicalisation. Les nazis ont également largement profité du discrédit des partis politiques traditionnels, en apportant un vent de fraîcheur. Au-delà des électeurs de la droite traditionnelle, la responsabilité incombe surtout aux élites en place,
car sans compromission, les nazis n'auraient jamais pu arriver au pouvoir. Le 14 septembre 1930, c'est la stupeur. Le NSDAP d'Hitler a gagné plus de 5 millions d'électeurs. Mais comme vous le voyez, la force arrivée en tête reste le SPD, le Parti social-démocrate, qui entre dans un gouvernement de coalition avec les conservateurs sous la tutelle du Zentrum. Face à la crise, la gauche propose une hausse d'impôts sur les revenus et le patrimoine afin de réinvestir les recettes et de maintenir les indemnités chômage. Mais les conservateurs et le Zentrum refusent et s'entêtent à vouloir imposer une politique d'austérité et augmenter au contraire les impôts indirects, c'est-à-dire la TVA qui touche tout le monde. Le SPD quitte donc le gouvernement et celui-ci incorpore le DNVP, mais ce ne suffit pas à faire accepter son plan d'austérité au Reichstag. Et c'est à ce moment-là qu'un acteur clé entre en jeu. Un acteur qui a participé à détruire la République. Cet acteur, c'est le président Paul von Hindenburg. Hindenburg, ce n'est pas qu'un président. C'est avant tout le plus haut gradé de l'armée allemande, un héros de la guerre et un vieil homme de 82 ans. Mais c'est aussi un conservateur nationaliste à tendance autoritaire et un grand propriétaire foncier en Prusse. Et ça, c'est très important pour la suite. À partir de 1930, voyant que son camp n'arrive plus à faire passer ses lois, il va user de manière répétée de l'article 48 de la Constitution, lui permettant de faire passer des lois sans l'aval du Reichstag. Dès lors, la République de Weimar va être dirigée par Hindenburg et ses proches conseillers, la Camarilla, qui sont tous des propriétaires terriens, nationalistes et conservateurs. Fin 1932, la politique d'austérité de Brüning ne semble qu'accentuer la misère. En Allemagne, 40% de la population active est sans emploi. On compte plus de 12 millions de chômeurs. Le vieux président de 84 ans se présente à sa propre succession. Et sans l'appui des catholiques du Zentrum et des socialistes, Hindenburg aurait été battu par Hitler. Mais cette aide inespérée des socialistes ne va pas signifier une politique d'ouverture sur la gauche, au contraire. La politique restera conservatrice et de plus en plus minoritaire. En 1932, Hindenburg nomme Franz von Papen chancelier. Retenez bien son nom. C'est un inconnu du grand public, un anticommuniste radical et favorable à l'alliance avec les nazis. Dans son gouvernement, 7 sont sans étiquette politique et 3 sont issus du DNVP, le parti d'extrême droite. Mais sur 10, 7 sont surtout des aristocrates. La politique, elle, reste la même. Austérité et lutte contre le bolchevisme. La seule nouveauté tient dans une réforme constitutionnelle inspirée des écrits de Carl Schmitt qui vise à renforcer le pouvoir de l'État. Hitler accepte de soutenir ses projets si les SA et les SS, interdits sous l'ancien chancelier, sont à nouveau autorisés. Une demande acceptée par von Papen en juin 1932. La campagne de juillet 32 se fait donc dans un climat d'intense violence politique. Les nazis se déchaînent et on compte des centaines de morts en l'espace d'un mois, dont 2 tiers sont liés aux agressions nazies. La droite bourgeoise, les soutiens de von Papen, s'effondrent. De 27%, ils passent à 11%. Les nazis, eux, triomphent. Ils deviennent de loin la première force politique du pays. En toute logique, c'est eux qui devraient être nommés au gouvernement. Mais Hindenburg s'y refuse. Lui, le grand maréchal de 85 ans, s'abaissant à travailler avec un petit caporal autrichien. 2 semaines après le scrutin, Hindenburg propose aux nazis de rentrer dans un gouvernement de coalition, dirigé par von Papen. Mais Hitler s'y refuse. Il veut être LE chancelier. Dès la 2e séance, la défiance est votée, le gouvernement de Papen est renversé. À la quasi-unanimité, c'est une humiliation totale. À cette époque, tous les partis de droite, dont le traditionnel DVP, dérivent encore plus à droite, sans vraiment s'opposer aux nazis. Ce faisant, ils s'effacent toujours plus au profit de celui-ci. À Norsheim, le DVP était le 2e parti de la ville avant 1930. Et lorsqu'il s'oppose aux nazis, on remarque qu'il gagne des voix. Mais ne cherchant qu'à faire chuter la gauche, il s'allie à de nombreuses reprises avec les nazis. Et ce faisant, il se fait aspirer. Une leçon qui devrait être méditée. Les élections législatives de novembre 1932 entérinent la dissolution des partis de droite, qui ne gouvernent que grâce à la signature d'Hindenburg. Mais ces élections signent surtout le premier recul électoral des nazis depuis 1928. Un recul important puisqu'ils perdent 2 millions de voix. L'hiver qui arrive est donc très dur pour les nazis, qui doutent pour la première fois. Hitler est médusé, abattu. Goebbels confie à son journal son épuisement et sa tentation d'en finir.
En interne, les tensions fusent, les caisses du parti sont vides, de nombreuses voix réclament de passer en force, notamment celle de Rome, compagnon de route de la première heure et puissant chef des SA. Les militants sont au bord de l'ébullition. Ils veulent que le combat qu'ils mènent depuis des années aboutisse. Bon, à ce moment-là, le nazisme aurait pu finir dans les poubelles de l'histoire, si les élites conservatrices n'étaient pas venues à son secours. Et vous avez peut-être idée de qui, précisément, est venu à la rescousse d'Hitler. Du côté d'Édimbourg et de la Camarilla, on se demande si le coup d'état militaire n'est pas envisageable. Mais les études commandées montrent que l'armée allemande aura du mal à tenir face aux milices paramilitaires nazis et communistes. Le général Kurt von Schleicher vient d'être nommé chancelier pour remplacer Papen. Il se rapproche de Strasser, un autre poids lourd du parti nazi opposé à Hitler, et il tente de reprendre des mesures à la gauche pour renforcer le camp nationaliste. Il propose par exemple un programme de relance de l'économie qui effraie les grands propriétaires terriens. Son camp le qualifie alors de général rouge. Von Papen, qui le soutient publiquement, complote dans son dos et s'allie à Hitler, qu'il rencontre à de multiples reprises. C'est par ces intrigues de cour que le petit caporal antisémite revient dans la course et qu'il est intégré auprès des membres de la Camarilla. Les nazis n'ont pas pris le pouvoir. On leur a donné. C'est à ce moment qu'un scandale financier explose, le scandale du Osthilfe, qui incrimine les grands propriétaires terriens proches d'Édimbourg, qui ont touché des sommes considérables de l'État pour rembourser leurs propres dettes. On parle d'1 milliard de marks, alors que le budget de l'État en 1932 est de 8 milliards. Schleicher se résout à démissionner. Von Papen, lui, propose un nouveau cabinet de coalition, avec à sa tête Hitler en chancelier, et lui-même en vice-chancelier. Ce cabinet est composé de 3 ministres nazis, mais aussi d'hommes de l'ancien cabinet de von Papen. Dans l'esprit de la Camarilla, c'est Papen le véritable chef du gouvernement, et lui croit désormais pouvoir s'appuyer sur les milices SA et SS. Il aurait dit à propos d'Hitler: on va tellement l'acculer dans un coin de la pièce qu'il va couiner. Bon, à ce moment-là, vous vous en doutez, c'est la fin de la longue agonie de la République de Weimar. Mais ce n'est pas pour autant la fin des compromissions. Le Reichstag est encore une fois dissous pour préparer les dernières élections. La campagne est très encadrée. Les libertés de réunion et de la presse fortement réduites, surtout pour la gauche. Alors que le gouvernement bénéficie, lui, des moyens de l'État, dont la radio. Göring permet à la police de tirer plus facilement pour contraindre encore plus les communistes. Il fait recruter 50 000 policiers auxiliaires en puisant dans la SA et dans la SS. Désormais, une milice privée a le même pouvoir que la police, ce qui entraîne interpellations, rafles, perquisitions, toujours à l'encontre de la gauche. Comme une allégorie de la fin de la démocratie, le Reichstag est incendié dans la nuit du 27 au 28 février. Sans délai, les communistes sont accusés. Un militant hollandais, Marius van der Lubbe, est fait coupable. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment qui est responsable de l'incendie du Reichstag. Mais la justice allemande a réfuté la thèse du complot communiste. En revanche, la thèse la plus probable serait celle d'un commando SA qui aurait voulu accélérer la transformation du pays et qui aurait poussé un militant communiste isolé à incendier le Reichstag. Ce qui conforte cette thèse, c'est la réaction quasi immédiate des nazis. Dès le lendemain matin, ils proposent une ordonnance pour, je cite, « la protection du peuple et de l'État ». Et Hindenburg accepte de la signer. Avec elle, c'est tous les droits fondamentaux qui sont suspendus. Les principes de liberté de la presse, liberté individuelle, la non-rétroactivité des peines, le secret des correspondances ou encore l'inviolabilité du domicile. Tout cela est aboli. De plus, la police peut désormais prononcer une incarcération sans avoir l'aval de la justice. Malgré le musellement de la gauche, le NSDAP n'arrive pas à avoir la majorité absolue qu'il ambitionnait pour suspendre la Constitution. En effet, pour la modifier, ils sont contraints d'avoir les 2/3 du Parlement qui ne l'ont pas. Papen, toujours lui, se tourne donc vers le Zentrum, le parti des catholiques. Le président du Zentrum est un prêtre nationaliste, Kaas, qui est convaincu de la solution autoritaire. Mais c'est surtout la promesse de la signature d'un concordat qui le fait accepter de voter avec les nazis. Le concordat est une manière de protéger les catholiques allemands, et c'est la solution qui est poussée par le secrétaire d'État au Vatican, Pacelli, le futur Pie XII, qui ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'un concordat soit signé avec les nazis, le communisme étant pour lui bien pire. En interdisant les députés communistes, la majorité des 2/3 est atteinte.
Et c'est donc le 23 mars 1933 que l'Allemagne entre dans une nouvelle ère. Ce qui m'a marqué avec cette histoire, c'est que pour beaucoup de gens, les nazis n'étaient pas un problème. Pour les élites en place, ils étaient un outil pour se maintenir au pouvoir, une sorte de cure de jouvence. Ce que l'on répudie dans le nazisme, c'est la solution finale. C'est ce à quoi sa logique destructrice a mené. Mais on devrait les condamner dès le début. Dès le début pour leur antisémitisme. Dès le début pour leur violence, pour leur autoritarisme, pour leur anticommunisme. Et les gens à l'époque ne pouvaient pas dire on n'a jamais testé. Puisque, à partir des années 30, les nazis sont arrivés au pouvoir dans plusieurs Länder. En Allemagne, les Länder étaient comme de véritables petits États. À partir de 1931, le NSDAP a gouverné dans 3 Länder, en coalition ou seul. Et ils ont systématiquement exigé des postes de ministre de l'Intérieur, afin de gérer la police et l'éducation. Immédiatement, leur prise de fonction s'est traduite par les mêmes actions. D'abord, la révocation des fonctionnaires et des professeurs de gauche, jugés trop critiques, qui ont été remplacés par des fonctionnaires proches des nazis à des postes de direction. Ensuite, la censure des journaux, des représentations et des spectacles jugés de culture non allemande. Enfin, une police auxiliaire a été créée, en incorporant des SA afin de légitimer leur action. La droite bourgeoise savait donc parfaitement ce qu'elle faisait. Mais les conservateurs tolèrent la violence, dès lors qu'elle va à l'encontre des communistes, des socialistes, des syndicalistes ou des minorités. Ce n'est que quand eux, l'État ou leur propriété est touchée et que la violence devient d'un seul coup insupportable et qu'il faut, selon eux, la réprimer. Maintenant, je pense qu'il est important de se poser la question de la gauche. Quelles ont été ses fautes et quelles ont été ses erreurs? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Durant toute la République de Weimar, la gauche représente plus d'un tiers des voix, avec un parti social-démocrate, le SPD dominant, et un parti communiste, le KPD, qui ne cesse de prendre du poids. Mais l'alliance entre les deux courants de la gauche était en Allemagne inenvisageable. Pourquoi? En 1919, alors que le SPD entre dans le nouveau gouvernement, le KPD, lui, pense que la révolution est inachevée. Et il continue donc la lutte en s'appuyant sur les conseils d'ouvriers et de soldats qui se forment partout en Allemagne. Le SPD au pouvoir s'allie alors avec les Freikorps, ces milices d'extrême droite, afin de mater la révolution dans le sang. Cette lutte fratricide sera le traumatisme originel qui empêchera toute collaboration entre le SPD et le KPD. En mai 1929, le SPD réitérera cette sanglante répression. Le SPD était lui dans une situation assez schizophrénique. Étant à la fondation de la République de Weimar, il s'est entêté durant toute la période à maintenir le bon fonctionnement du régime. Faisant partie de plusieurs coalitions avec la droite et le centre, il a dû soutenir des politiques auxquelles il ne croyait pas, et a trahi nombre de promesses de campagne. Même lorsque les conservateurs gouvernent seuls, le SPD opte pour une politique de tolérance afin de ne pas trop abîmer l'exercice du pouvoir. Le fascisme est aussi le fruit des désillusions de la gauche. Cette position a fait du SPD le garant du statu quo. De 1930 à 1933, il peine à proposer autre chose que de protéger une république à laquelle les Allemands n'étaient pas attachés. Pourtant, les militants du SPD ont mis beaucoup d'énergie pour lutter contre le nazisme. À Norsheim, les sociaux-démocrates ont mis un point d'honneur à répondre à chaque rassemblement ou chaque meeting nazi par un meeting. Le Reichsbanner, la milice du SPD, se battait aussi régulièrement contre les SA. Mais pour mobiliser, il ne suffit pas de dénoncer l'ennemi et de prêcher sa fidélité au régime établi. Il aurait fallu lancer un contre-programme, se présenter comme autre chose que comme un rempart au fascisme. Il aurait fallu susciter l'espoir. La dernière erreur du SPD est qu'il s'attendait à voir les nazis prendre le pouvoir par la force. Il pensait pouvoir lutter contre ça par la grève générale, comme il avait fait en 1920 lors du putsch de Kapp. Mais ils n'ont jamais trouvé le moment opportun pour contrecarrer Hitler, parce que le NSDAP s'est drapé d'un vernis de constitutionnalité. En ce qui concerne le KPD, c'est avant tout l'histoire d'un aveuglement. Les communistes n'ont pas saisi l'ampleur de la menace fasciste dont ils étaient les premières victimes. Ils avaient la conviction que la révolution était à portée de main, et que le succès des nazis allait leur servir, que ce dernier allait échouer, et que la colère des Allemands viendrait dans un second temps
alimenter la cause communiste. Ils voyaient dans la tentative désespérée du SPD de sauver la République des efforts contre-révolutionnaires. En décembre 1931, Léon Trotsky adressait une lettre aux ouvriers communistes allemands, critiquant ardemment la position des leaders du KPD. Tout le malheur vient de ce que la politique du comité central du KPD est fondée en partie consciemment, en partie inconsciemment, sur la reconnaissance du caractère inévitable de la victoire du fascisme. Le comité central du Parti communiste allemand part de l'idée qu'il est impossible de vaincre le fascisme sans avoir au préalable vaincu la social-démocratie allemande. Si l'un de mes ennemis m'empoisonne chaque jour avec de faibles doses de poison et qu'un autre veut me tirer un coup de revolver par derrière, j'arracherai d'abord le revolver des mains de mon deuxième ennemi, ce qui me donnera la possibilité d'en finir avec le premier. Maintenant, il faut se retourner contre le fascisme en formant un seul front. Et ce front de lutte directe contre le fascisme, commun à tout le prolétariat, il faut l'utiliser pour une attaque de flanc, mais d'autant plus efficace contre la social-démocratie. Il faut montrer dans les faits le plus grand empressement à conclure avec les sociodémocrates un bloc contre les fascistes. Partout où ils sont prêts à adhérer à ce bloc. Marcher séparément, frapper ensemble. Se mettre d'accord uniquement sur la manière de frapper et sur qui et quand frapper. Si le fascisme arrive au pouvoir, il passera comme un temple effroyable sur vos crânes et vos échines. Le salut se trouve uniquement dans la lutte sans merci. Seul le rapprochement dans la lutte avec les ouvriers sociodémocrates peut apporter la victoire. Dépêchez-vous, ouvriers communistes, car il ne vous reste que peu de temps.